Madeleine. Bonjour. Le facteur n'est pas encore passé? Non, il l'attend. Et toi, arrives-tu à te remettre de l'amour de ton homme? Oh, non, pas vraiment. Mais il est toujours là. Tu sais, il est mort sur le plateau de Flocourt dans la Somme. Et depuis que je sais qu'il a été enseveli vivant par des montagnes de boue causées par l'éclatement des obus allemands, oh, j'arrive pas à dormir. Enfin. Bon, il semblerait quand même que nos poilus reprennent du poil de la bête et que les satans guillots commencent à reculer. Enfin, je n'en sais pas plus. Et toi, as-tu des nouvelles de ton jeune? Hélas non. Il sait pas où est mon mari ni mon drôle. Oh, si tu savais. Il prie tous les cerfs pour que le seye encore vivant. Espérons que Dieu t'écoute. Bon courage, Ernestine. Courage, Madeleine. Que Dieu te bénisse. Alors, Thio, Venez. Que non, l'ancien. Il n'arrive plus à dormir. Couillon, t'es pourtant loin du champ de bataille ici. Ah oui, si on peut dire. C'est un vrai cauchemar. J'arrive pas à oublier les cris des soldats ennemis qui nous attaquent. Et le bruit des obus qui éclatent dans ma tête. C'est comme si j'y étais encore. Dis-moi, Thio, sur quel champ de bataille étais-tu rendu? Là-haut, à Verdun. Et depuis quand y étais-tu? Eh ben écoute, j'ai rejoint mon unité en juin 1915. Tu sais, la vie dans les tranchées était terrible. Nos rations étaient trop maigres et nos armes trop faibles. On dormait dans une boue infâme, au milieu des morts. Ceux qui ont voulu déserter, eh ben ils ont été fusillés. C'était vraiment des déserteurs? Qui les accusait? Écoute, la consigne était qu'il fallait garder le terrain conquis. En aucun cas il fallait reculer. Plutôt se faire tuer sur place. Aucune défaillance ne devait être tolérée. Oh. Pour moi, l'infamie est portée par ces officiers qui, après un simulacre de justice, envoyaient leurs frères devant un peloton d'exécution. Pour l'exemple, une hiérarchie militaire imbécile et impuissante qui s'imaginait encore briller par le culte du sabre et de la baïonnette, au mépris des canons. Personne ne les a défendus? Personne. Ils étaient condamnés d'avance. J'aurais voulu m'insurger, crier, hurler. Mais je me suis tué pour ne pas subir le même sort. Ma pensée sera marquée à jamais par la honte. La vie dans les tranchées doit être terrible. Pendant les moments d'accalmie, que faisiez-vous? Comme au jour de mon baptême du feu, à l'aurore du 15 juin. Inlassablement, chaque matin, l'ennemi nous attaquait. On nous réveillait avec des cris de « Branle-bas de combat !» La nuit, peu de répit. On s'activait à réparer les barbelés, à creuser des nouvelles tranchées. Mais c'était devenu l'enfer, l'apocalypse. Rien de comparable entre mon arrivée et les derniers mois de cette année. Mon pauvre petit. Je suis vraiment trop vieux pour me battre. Mais je te comprends. Moi aussi, j'ai fait la guerre en 1870. J'avais été enrôlé dans le 3e régiment d'infanterie de marine. L'armée prussienne nous faisait subir des pertes importantes grâce à leurs canons de croupe qui se chargeaient par la culasse, alors que les nôtres se remplissaient par la bouche. Et sans parler de nos fusils chasse-peau que nous avions surnommés fusils à tabatière. J'ai été fait prisonnier à la bataille de Bazeille avec Gallieni. Quand j'ai appris sa mort le 27 mai, j'aurais aimé l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure, être présent à ses côtés comme ancien compagnon d'armes. C'était un soldat admirable. Mais quand la folie des hommes s'arrêtera-t-elle? Je crois bien que rien n'a changé, l'ancien, tu sais. L'envie folle de puissance pour mieux dominer l'autre est ancrée à jamais dans la nature humaine. Comment as-tu été blessé? Le 18 mars, une volée d'obus m'a touché à la jambe. Je ne pouvais plus bouger. Quand j'ai vu déferler l'ennemi, baïonnette au canon, bien que j'ai fait semblant d'être mort, j'ai reçu un coup de baïonnette dans le flanc droit. Je me suis réveillé le lendemain à l'infirmerie.
sans vraiment savoir ce qui s'était passé. Et il paraît même que je devrais repartir. Courage, mon Joseph. Il semblerait que sous les ordres du général Joffre, nos soldats reprennent du terrain. Oh. Les hommes à Guillaume commencent à baisser la garde. Passe prendre un verre à la maison ce soir. Je manquerai pas, Augustin. À ce soir. Monsieur le maire. Ah, ma bonne Célina, que vous arrive-t-il? Avez-vous des nouvelles de la capitale au sujet du front de l'Est? Pas grand-chose, hélas, mais le peu que j'ai pu savoir, c'est pas bien encourageant. Hein. Autrement, sur le plan économique, alors là, c'est pas brillant. Hein. Ah, hélas, monsieur le maire, je le sais bien, la misère s'étend. Nous autres, heureusement à la campagne, on trouve toujours une poule pour le bouillon ou quelques œufs pour se rassasier. Mais en ville... Il y a quelques jours, j'ai pu parler avec le préfet. Il semblerait que l'inflation monte à 11% et que le déficit national soit de 41,3 milliards de francs. Le peuple n'en peut plus, la France est ruinée. Nous avons déjà perdu l'Alsace et la Lorraine en 1871. Et qu'allons-nous devoir lâcher maintenant? Mais comment allons-nous payer cette dette? Ah ben comment? Ah ben c'est pas compliqué. Vous allez comprendre. Par décret du 15 janvier 1916, l'État met en recouvrement l'impôt direct voté le 3 juillet 1914. Alors en principe, à partir de cette année, les personnes physiques, les contribuables donc, vont devoir payer l'impôt sur le revenu pour faire face à l'augmentation continuelle des dépenses de guerre. Eh bien moi je vous dis que c'est inadmissible. Il faut faire payer les Allemands, voyons. Mais mon cher maître, l'Angleterre a adopté cet impôt depuis 1842 et l'Allemagne depuis 1893. Évidemment, ça n'a pas été le cas chez nous. Hein. Ah, grâce à Thiers, monsieur le maire. Eh oui, grâce à Adolphe Thiers, qui l'a dénoncé en son temps. Et c'est la raison pour laquelle la rente d'État a remonté à la Bourse de Paris. Mais mon pauvre ami, il fallait bien y passer un jour. Le moment est venu que chacun doit participer à l'effort de guerre. Il faut absolument devenir un citoyen exemplaire. Quant à faire payer les boches, hein. Monsieur le maire, avez-vous reçu cette année encore l'ordre de réquisition des écoliers pour les travaux des champs? Eh bien oui, comme en 1914, en 1915. Et les femmes, dans pas longtemps, faudra s'occuper des biais, et puis juste après de Garouille. Alors les écoliers nous seront bien utiles, surtout ceux des villes, parce que nous, nos drôles, il y a des belles lurettes que de participants en moisson. Ah, quand il y avait les hommes. M'en parle pas. Moi, je suis à bout. Entre les champs et le bétail, eh ben j'en peux plus, hein. Sans compter qu'il faut s'occuper des drôles. Oh, avant cette maudite guerre, mon Charles voulait un garçon. Eh ben il a tout juste eu le temps de le voir, et puis quelques mois après, eh ben, il est parti. Et toi, Marinette, comment t'en sors-tu? Moi, tu sais, moi j'ai la chance encore d'avoir mon père et mon beau-père. Certes, ils n'ont plus la vaillance d'antan, mais ça aide un peu. Malheureusement, en 1914, ils ont réquisitionné nos chevaux. Il ne reste plus qu'un vieil jument et Tachon, le cheval du beau-père. Quant au garçon, Dieu seul sait où il est. Voilà. Mon homme, à ce qui paraît, il y a un mois, il s'apprêtait à monter au front, dans le général Fayolle. Allez, les paysannes, bravo, quand vos hommes rentreront, ils seront fiers de vous. Mais il peut vous aider, mais à la déclaration de la guerre, Mounanato avait fait un coup bien nos deux juments. Une avec le chien du père Marcel et l'autre avec le tachon de Marinette. À cette époque, les poulains étaient trop jeunes pour être réquisitionnés. Mais à eux, il y a deux mâles robustes qui tirent la charrue et portant la récolte. Si vous voulez, il peut vous les prêter. Mais en attendant, vous me donnerez pas un coup de main pour quelques travaux. Il y a 50 ans et il se seul. Mounanato est mort, les deux drôles sont sur le front. Mais ne vous inquiétez pas, vos drôles seront en vacances dès la mi-juin, ils vous seront bien utiles. Et puis moi, ben, même si je ne sais pas faire grand-chose au travail de la ferme, je veux bien essayer de vous rendre service. Allez, t'inquiète pas, Églantine. On sera toujours là pour t'aider. Soudés comme les 5 doigts de la main. Et pour détendre de temps en temps, on pourra aller ramasser des cagouilles. Avec de l'ail et du persil, y a rien de meilleur. On se
ces fils de Satan! Le repas de Pia! Allez les paysannes, une pour toutes et toutes pour une. Vive la France! Madame Treluchet! Madame Treluchet! Oui? Madame Oh, Treluchet! Vous avez du courrier pour mai? Oui, une lettre qui vient, je crois, du service des armées. Oh mon Dieu! Pourvu que cette lettre m'annonce pas une catastrophe. Quand je vous ai aperçu, j'ai préféré vous le donner en main propre. C'est vrai que depuis quelque temps, j'ai remarqué que vous ne regardiez pas souvent dans votre boîte à lettres. Oh, Isouché, mais que voulez-vous? Il y a tant ma bru pour lire mon courrier. Vous savez, depuis qu'il était drôlesse et aider les parents au champ, alors l'école, je passais devant, c'est tout. J'étais bien plus utile à la ferme. M'en doutez bien. Mademoiselle l'institutrice, Oui, Ernestine? le facteur m'a donné cette lettre tout à l'heure. J'ai pas été à l'école. Vous pouvez me la lire? Oh, mais bien sûr, Ernestine. Madame, j'ai trouvé votre adresse dans les affaires de votre fils. Voici exactement les faits. La 24e compagnie était dans les tranchées depuis la veille au soir, et le matin, comme d'habitude, vers 4 heures, nous allions chercher la soupe et le café à 1 kilomètre à l'arrière. C'est en revenant, avec la corvée, que Victor a été blessé. La corvée s'est trouvée prise sous une rafale d'obus, et lui a reçu un éclat d'obus à l'estomac. Les brancardiers l'ont transporté aussitôt au poste de secours de Fleury qui était à côté. Sa blessure du premier abord ne paraissait pas extrêmement grave. Pendant le trajet au poste de secours, il est resté assis sur le brancard et causait avec les brancardiers. Ce n'est que dans l'après-midi que son état s'est aggravé subitement. Le médecin a dit que c'est une hémorragie interne qui l'a emporté. La nuit suivante, c'est-à-dire le 22 au soir, les brancardiers divisionnaires ont amené son corps à l'hôpital militaire et de là au cimetière militaire de Belleville. Vendredi soir, j'ai été au cimetière avec quelques camarades et j'ai vu l'emplacement de sa tombe. Voici le numéro qu'il occupe, 4673. Pour l'argent et les menus objets, vous les recevrez probablement. C'est les brancardiers divisionnaires qui s'occupent de faire parvenir aux familles ces divers objets. Seulement, cela peut demander quelques mois avant que vous les receviez. Je regrette beaucoup de n'avoir pu le voir étant blessé. Cette nuit, je n'étais pas avec lui. J'étais un peu à l'arrière, au poste de commandement. J'aurais été à la compagnie, j'aurais fait mon possible pour aller le voir. J'étais fortement impressionnée de sa fin. Nous étions grands camarades, étant tous les jours ensemble. J'oubliais de vous dire que son corps a été mis dans un cercueil et que le cimetière de Belleville touche la ville de Verdun. Madame,